Et salut les rôlistes, aujourd'hui je reviens pour vous présenter l'univers d'Aria de Game of Thrones, une grande aventure créée par Fibre Tigre, éditée par Eldercraft. Contrairement à mes deux premières présentations, celle-ci sera légèrement différente, puisque je vais aborder non seulement l'univers de façon assez succincte pour éviter de spoiler les futurs joueurs et les futures joueuses, mais je vais aussi vous présenter mon hack du système des règles et une méthode de création de personnages alternative à celle présentée dans le livre officiel. Pour commencer, concernant l'univers, on peut dire qu'il s'engage plutôt dans du médiéval fantastique. Les distances entre les villes et les points d'intérêt sont grandes et de longs voyages attendent les personnages. Il existe des villes d'importance, mais elles ne sont pas omniprésentes dans l'univers. La magie est plutôt rare, et bien qu'elle puisse être maîtrisée, elle est encore en majeure partie incomprise, et elle soulève la méfiance et l'incompréhension pour la plupart des gens. Pour finir, Arya dispose d'un panthéon important avec de nombreuses divinités, parfois majeures, parfois mineures, parfois oubliées dans le passé et parfois priées à chaque coin de rue. Si on évoque quelques royaumes en détail, on peut commencer par Arya. Arya, c'est un grand royaume, sa capitale du même nom est l'une des plus grandes cités au monde et l'influence de cette nation, elle est mondiale. Des ambassades du monde entier sont installées à la place des nobles, dans Arya, et sa magie est puissante et hautement contrôlée par des instances officielles, notamment l'Académie de magie. Concernant Akaba, une autre puissance avec laquelle il faut compter, elle est située au midi d'Arya, c'est-à-dire au sud, et les tensions entre ces deux nations les font entrer en guerre au début de la campagne de Game of Thrones, les saisons 1 à 3, mais les relations d'Akaba avec les autres nations sont habituellement plus pacifiques. Akaba est considérée comme la maison de la sagesse et des astrologues réputés y pratiquent leur art. Les cités de ce royaume sont situées le long d'un grand fleuve, l'Oufsan, et le reste du pays est parsemé de déserts. L'une des cités du royaume, Ashanul, est aussi réputée pour ses gladiateurs. Kniga est une autre nation, bien plus jeune, constituée il y a quelques siècles et dont la puissance s'est instaurée grâce à deux piliers, la science et l'exploitation des richesses contenues dans les territoires alentours. Kniga a développé deux savoir-faire qui ne se trouvent nulle part ailleurs, une alchimie puissante mélangeant science et magie, et la capacité de fabriquer des automates grâce à des cristaux étranges. De nombreuses concessions possédées par la famille régnante sont concédées aux familles nobles qui les exploitent et versent une redevance aux dirigeants de Kniga. Les savants et les scientifiques sont très secrets et n'aiment pas partager leurs découvertes, ce qui fait que le royaume de Kniga reste très refermé sur lui-même. Il y a bien d'autres lieux comme celui-là, mais pour éviter de vous spoiler, je ne vais vous présenter que ces trois exemples. On peut rencontrer dans les saisons 1 à 3 de Game of Thrones et dans les saisons suivantes de nombreux autres lieux. On peut notamment parler d'Alta Bianca, de Varna, la cité des chats, de l'Osmanli, le sombre pays, du Paymon, du Coest, Mirabilia, du Barat, la lointaine Amazia, l'étrange continent du Phénix, et bien d'autres, et bien d'autres. Parlons maintenant du système de règles. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans l'univers pour éviter de parler des secrets de l'univers, puisque c'est vraiment un univers avec beaucoup de choses à découvrir. Donc je vais me concentrer maintenant sur ce que j'ai changé dans les règles par rapport aux règles officielles qui sont dans les livres d'Arya, La guerre des deux royaumes, et Arya, le sceptre, la couronne et l'orbe. Le système de jeu d'Arya, il est très simple, il est basé sur des compétences et des caractéristiques notées en pourcentage. Et un jet d'un dé à 100 faces permet de traduire la réussite ou l'échec d'une action. Pour ma part, j'ai appliqué des modifications et des règles maison à ce système, et vous pouvez notamment me voir jouer à Aria avec ces règles maison dans l'actual play nommé La Concession 8 ne répond plus, qui est disponible sur cette même chaîne YouTube. Donc concernant les modifications que j'ai apportées au système du livre de base, d'abord je ne lance personnellement jamais les dés en tant que meneur de jeu lorsqu'il y a opposition avec un PNJ. Je considère que selon la compétence du PNJ, le personnage joueur aura un malus ou un bonus à son jet. Donc par exemple, un personnage joueur qui essaye de faire passer un mensonge auprès d'un PNJ, un personnage non joueur, le PNJ fera usage de sa psychologie pour détecter un mensonge. Donc le PJ, le personnage joueur, aura donc un bonus ou un malus à son jet de mentir-convaincre, dépendant de la psychologie de son interlocuteur, de la compétence psychologique de son interlocuteur. Donc chaque point en dessous de 50 à la compétence du PNJ est un bonus pour le PJ, et inversement, chaque point au-dessus de 50 à la compétence du PNJ est un malus pour le PJ. Par exemple, un personnage joueur avec 30% en mentir-convaincre qui essaye de mentir à un PNJ qui a 45% en psychologie devra réussir un test à 35%. C'est 30% plus 5% parce que la psychologie de son adversaire est inférieure de 5% à 50%. Un deuxième exemple, si le PJ a 80% en mentir-convaincre, mais que le PNJ à qui il ment a 60% en psychologie, le PJ devra réussir un test à 70% pour faire passer le mensonge. C'est 80% moins 10% qui correspondent à un malus de 10% parce que la psychologie de son adversaire sont 10% supérieure, de 10 points supérieurs à 50%.
Donc de la même façon, j'applique cette logique à tous les autres tests en opposition. Courir, sauter pour faire une course à pied, la force pour un bras de fer, ou en cas d'une passe d'armes en combat, en utilisant combat rapproché ou esquive par exemple. Pour m'assurer de proposer un système de résolution rapide, je fais en sorte que chaque jet de dés ait un impact. Si un PJ affronte un PNJ, il peut utiliser combat rapproché s'il souhaite attaquer et parer, ou esquiver s'il souhaite fuir et ne pas riposter. J'applique un bonus ou un malus à son jet, selon la compétence du PNJ, combat rapproché ou esquiver selon ce que le PNJ fait, et si le test est réussi, le PJ arrive à faire ce qu'il souhaite, tandis que si le test est un échec, c'est le PNJ qui y arrive. Donc, si le protagoniste qui prend l'avantage souhaitait fuir à l'aide d'esquive, il y arrive, en cas d'échec du PJ. Tandis que s'il essayait d'attaquer et de parer, il prend le dessus sur son adversaire. Et après plusieurs échanges de coups, il arrive à le blesser. Pour les blessures, je ne demande pas au joueur de relancer un dé, j'utilise le chiffre des unités du dessin qui a été lancé, auquel j'ajoute des bonus et malus de dégâts liés à l'arme, la force du personnage, avec un minimum d'une blessure. Donc le dé peut indiquer entre 0 et 9 blessures. À ça, on ajoute le dégât de l'arme. Donc par exemple, une dague mal affûtée diminuera les dégâts de 2, tandis qu'une épée à 2 mains de très bonne qualité pourrait augmenter les dégâts de 3 ou 4. Et à cela, on ajoute le bonus de force, le bonus ou le malus de force. Un personnage qui a moins de 8 en force, il a moins 1 à tous ses dégâts liés à sa force. Tandis qu'un personnage qui a entre 12 et 15 de force aura plus 1 à ses dégâts, et qu'un personnage qui a 16 ou plus de force aura plus 2. Donc par exemple, un personnage joueur qui a 70% en combat rapproché et qui affronte un personnage non joueur qui a 60% en combat rapproché, le personnage joueur devra réussir un test avec un malus de 10% à son jet de dés, car le personnage non joueur a une compétence de 10 points supérieure à 50%. Donc le joueur lance un dé à 100 faces, et s'il fait 60 ou moins, il remporte la passe d'armes. S'il fait 61 ou plus, son adversaire prend le dessus. Donc par exemple, s'il fait 57, il gagne l'affrontement, infligera 7 points de blessure à son adversaire, plus ou moins les malus de l'arme, plus ou moins les malus de force. Et au contraire, s'il fait 89 par exemple, il perdra l'affrontement et subira 9 points de blessure, plus ou moins les malus et bonus d'armes et de force de son adversaire. Les combats, ils peuvent donc se résoudre très rapidement, être très mortels. À ça, j'ajoute quelques règles spéciales. L'échec critique ou la réussite critique vont générer le plus souvent un dé à 10 faces de blessures supplémentaires, ou auront un effet très particulier comme assommer quelqu'un, couper un membre, etc. Et en cas de combat à main nue, je divise les dégâts par 2. J'ai modifié un peu les effets des ports d'armure. Donc concernant l'armure, elle peut permettre de donner entre 1 et 4 de protection, et donc permettre d'ignorer entre 1 et 4 points de blessure à chaque coup, mais le port de l'armure lourde n'est pas sans inconvénient. Donc une armure avec 1 de protection ne génère pas de malus, mais au-delà de ce premier point de protection, pour chaque point de protection supplémentaire, le personnage qui porte une armure subit 10% de malus à tous ses tests de courir-sauter, esquive, discrétion et réflexe, tant qu'il porte son armure. En plus de ça, je considère toujours qu'une attaque réussie infligera au moins 1 point de dommage, quelle que soit l'armure de la cible, l'arme utilisée, etc. Donc ça, c'est pour les modifications de règles. Maintenant, si on parle des modifications de création de personnages, j'ai aussi apporté quelques modifications. Premièrement, pour se rapprocher de l'actual play, Game of Roll, par rapport à la proposition définitive des règles qui avait légèrement évolué. Et deuxièmement, pour simplifier et accélérer la création de personnages. Donc tout d'abord, je considère que chaque personnage n'a pas accès à toutes les compétences. Il y a 14 compétences qui sont proposées dans le livre que je considère comme étant génériques et disponibles pour toutes. Donc le combat rapproché, le combat à distance, les connaissances de la nature, courir-sauter, discrétion, esquiver, intimider, lire-écrire, mentir-convaincre, perception, psychologie, réflexe, soigner et survie. Tandis que je considère que les autres compétences sont spéciales, celles présentes dans le livre, mais aussi d'autres compétences spécifiques qui pourraient être considérées comme spéciales et qui ne sont pas maîtrisées par tout le monde. Par exemple, l'artisanat, la connaissance des secrets, la capacité à jouer de la musique font partie de ces compétences spéciales. Quand on parle de création de personnage, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de créer son personnage pour chaque joueur et joueuse en choisissant son archétype. Donc un archétype standard permettra d'obtenir un pouvoir spécial à créer en accord avec le meneur ou la meneuse de jeu. Et ensuite, il y a une certaine liste d'archétypes spéciaux qui donnera accès à un pouvoir spécial défini. Donc je me suis basé sur les archétypes proposés dans les livres d'Aria des saisons 1 à 3. Donc le disciple de magie illicite, le mage d'Aria, etc. Et ce pouvoir spécial, il est défini. Donc par exemple, le disciple de magie illicite aura accès à la magie d'Aria, commencera avec 53 cartes. Le mage d'Aria, il aura moins de cartes que ça. Le mage de Varna, il aura un sort, par exemple bouclier ou flamme, etc., etc.
Ensuite, on définit les caractéristiques, on répartit 60 points parmi les 5 caractéristiques que sont la force, la dextérité, l'intelligence, le charisme et l'endurance. Et ensuite, on multiplie par 5 les scores pour obtenir les pourcentages dans chaque caractéristique. Moi, personnellement, pour ma campagne, j'ai considéré qu'on ne pouvait pas aller en dessous de 4 ou au-dessus de 16 dans les caractéristiques. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on peut définir le bonus de dégâts lié à la force de chaque personnage, comme j'en ai parlé plus haut, mais aussi les points de vie qui sont égaux à l'endurance. Troisième étape, chaque joueur et chaque joueuse va pouvoir choisir 2 compétences spéciales comme j'ai présenté dans la liste plus haut, avec connaissance des secrets, droit, serrure et pièges, cuisine, etc. Chaque joueur et chaque joueuse pourra décider quels sont ses points forts en assignant 70% à 5 des compétences, quels sont ses points faibles en assignant 30% à 6 de ses compétences, et tout le reste des autres compétences ira à 50%. En plus, après ça, chaque joueur et chaque joueuse peut enlever 10% à jusqu'à 4 compétences. Et pour chaque compétence où il ou elle fait ainsi, il ou elle pourra ajouter 10% à jusqu'à 4 autres compétences. Donc, par exemple, ça permet, je ne sais pas, d'avoir mentir convaincre à 70% et combat à distance à 30%, et ensuite de faire moins 10% au combat à distance pour faire plus 10% à mentir convaincre. Et pour finir, chaque joueur peut choisir une dernière compétence spéciale, donc par exemple connaissance des secrets ou cuisine, qu'il détient à 20%, et cette compétence ne peut pas être modifiée en début de partie, elle est à 20% et c'est tout. En plus de ça, je vous conseille, si vous voulez, d'en discuter avec vos joueurs et pourquoi pas de limiter le nombre de compétences qui peuvent atteindre 80 ou 90% pour éviter que les personnages soient trop spécialisés. Moi, par exemple, j'avais permis à mes joueurs d'ajouter 2 fois plus 10% dans la même compétence pour qu'ils aient une compétence à 90% et qu'ils soient vraiment très talentueux dans cette compétence. Ça, c'est à vous de voir. Étape 4, l'inventaire. Vous pouvez demander à vos joueurs et vos joueuses de définir leur inventaire. Pour ma part, comment est-ce que j'ai fait ça? Je leur ai laissé lancer 3 dés à 10 faces, qui correspond au nombre de pièces de fer qu'ils possèdent. Je leur ai dit qu'ils possédaient des vêtements de voyage, en plus de ça, et que en plus de ces pièces de fer et des vêtements de voyage, ils pouvaient me demander jusqu'à 3 objets de leur choix, que je pouvais accepter ou refuser. Et j'évitais bien sûr d'accepter des objets trop chers ou trop rares, mais voilà, je les laissais décider s'ils voulaient une arme, un sac, enfin voilà, un truc spécial. Et en plus de ça, par exemple, s'il y a un alchimiste, je lui laisse la possibilité de commencer soit avec des potions déjà préparées, avec des fioles vides, des choses comme ça. Et je peux aussi leur proposer de perdre l'un des 3 objets pour gagner 3 des 10 pièces de cuivre supplémentaires pour voilà, avoir une bourse un peu plus remplie. Donc voilà, ça c'était ma façon un petit peu rapide de faire l'inventaire. En plus de ça, pour aller avec tous ces changements, moi je me suis fait une petite feuille de personnage que j'ai déjà diffusée sur le Discord d'Aria, de Fibre Tigre et d'Eldercraft, sur Twitter, donc vous pouvez la retrouver cette feuille de personnage. J'ai un emplacement pour les dégâts de force. À gauche, j'ai listé les 14 compétences qui sont considérées comme communes, contrairement à la feuille de personnage officielle où il y a toutes les compétences, y compris celles que moi je considère comme spéciales. Et à droite, je laisse de la place pour les compétences spéciales, pour ajouter la maîtrise de la magie, modéliser, connaissance des secrets, etc. etc. J'espère que cette présentation, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez apporté des modifications au système de règles d'Aria quand vous avez commencé votre campagne. N'hésitez pas à mettre en pratique certaines des modifications que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire si vous aimeriez une vidéo supplémentaire sur Aria, sur quelque chose de plus spécifique, par exemple une vidéo à destination des MJ sur comment bien présenter et proposer la magie d'Aria à vos joueurs et joueuses, par exemple, je ne sais pas. Mais voilà, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, me dire si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon jeu.